Deuxième partie avec Karim Tabou, militant politique pour la démocratie, opposant politique au régime d'Alger, anciennement premier secrétaire du Front des forces socialistes. Karim Tabou, merci encore une fois d'être avec nous. Merci, Rouya Jamal. Alors, dans cette deuxième partie, Karim, nous allons essayer de parler d'abord de cette force absolument nécessaire dans toute société politique, l'intelligentsia. Cette intelligentsia qui est totalement absente de la scène politique algérienne aujourd'hui, si ce n'est les quelques apparatchiks de diverses couleurs politiques désignés par le régime lui-même ou autorisés par le régime lui-même à pouvoir évoluer dans le marigot. Alors, d'abord, cette intelligentsia, comment aujourd'hui la cristalliser, la faire émerger de son coma politique. Ensuite, nous essaierons de parler à la lumière de ce qui vient de se passer au sein, j'allais dire, de la citoyenneté algérienne, au sein de la société politique algérienne réelle, pas celle de la langue de bois. Comment cristalliser les perspectives envisageables ou alors comment, ce sera l'objet de ma question tout à l'heure, comment mettre en place ou faire émerger une initiative populaire, constituée de tout ce qu'il faut pour la constituer. Et enfin, nous parlerons de votre initiative, la vôtre et celle de vos amis politiques qui vous accompagnent, que vous avez publiée sur Facebook et qui pourrait nous éclairer sur ces perspectives dont je viens de parler. Alors, donc, première question, l'intelligentsia, totalement absente, ou du moins plongée dans une anesthésie profonde, plongée dans un coma politique profond. À votre avis? Oui et non à la fois. C'est-à-dire que pour moi, il y a une énergie importante, une intelligence importante, des cadres importants en nombre et en spécialité, des Algériens qui sont dispersés les uns les autres, malheureusement. Chacun scintille de son domaine, de son université, de son coin, mais sans une réelle synergie, nous n'arriverons pas à faire la lumière. On va rester que des étoiles qui scintillent et qui n'arrivent pas à faire la lumière. Et nous avons besoin donc de créer les conditions, je l'ai dit au début, d'un meilleur management des ressources. D'abord, il va falloir faire un inventaire sans complaisance, sérieux de nos ressources. Puis, nous allons devoir faire un diagnostic sérieux, responsable de la situation, et puis envisager les voies qui pourront donc créer justement cette dynamique d'inclusion des uns des autres pour arriver à une alternative politique, à une alternative dynamique. Bien que le pouvoir fait tout le contraire. Bien que nous faisons face à un pouvoir qui fait tout pour que les gens restent dispersés les uns les autres, en essayant d'alimenter les faux débats, les faux clivages, en mettant en place tous les stratagèmes pour essayer, à défaut de détourner l'opinion publique, créer tous les débats de nature à retarder donc l'émergence d'une alternative crédible, bien élaborée, etc. Certains par naïveté et d'autres par intérêt
jouent des rôles justement négatifs dans ce domaine-là. Bien que dans l'apparence, nous faisons le même constat. Mais nous avons besoin d'aller au-delà du constat, mais tout en précisant réellement et loin de toute démagogie, loin de toute langue de bois, l'analyse que nous faisons de la situation. Personnellement, j'ai assisté à beaucoup d'initiatives politiques et nous avons mélangé un certain nombre de choses. On a toujours cru que les gens qui sont très en colère sont les plus radicaux. Et on a considéré les attitudes de colère comme étant des attitudes politiques. Après, il y a des gens qui, nous avons connu des partis politiques, nous avons signé avec eux des résolutions, des déclarations communes, etc. Et finalement, ils n'étaient pas contre le pouvoir dans ses mécanismes de fonctionnement, dans le fait que le pouvoir est un obstacle à l'avènement de la démocratie, à l'avènement de la volonté populaire. Ils ont été au service d'une faction du pouvoir contre une autre. On a vu des partis politiques qui ils étaient contre le quatrième mandat le lendemain du départ de Saïd. Ben, pour eux, le problème est réglé. Et beaucoup de cas, il y a des gens qui, à chaque fois qu'on est sur le point d'arriver à dégager des consensus sur un minimum démocratique, et ben, il y a toujours des gens qui viennent remettre les débats idéologiques, les débats qui divisent les gens, etc. Donc, nous avons besoin de faire une évaluation sans complaisance. Mais également, avec assez de recul, nous avons besoin également de faire un bilan, une évaluation sérieuse de toutes les expériences qui ont été menées. Mais quand vous depuis dites, l'ouverture. Karim Tabou, quand vous dites nous avons besoin de faire ceci, de faire cela, vous parlez de qui quand vous dites nous avons besoin? Est-ce qu'il existe une force déjà en place? Est-ce que vous avez une idée sur des initiatives politiques qui pourraient déboucher sur une sorte de think tank qui pourrait discuter de tout ça? Mais quand vous dites nous devons faire ceci ou cela, de qui vous parlez en fait? Tous ceux qui se proclament favorables à l'idée du changement et qui engagent leur parole, leur engagement en faveur de deux choses essentielles. La première, nécessité de restituer aux Algériens le droit de décider par eux-mêmes, et la deuxième, nécessité d'aboutir à la mise en place d'un état de droit assorti du respect des libertés, de l'indépendance de la justice, etc. Parce que, si Jamal, il y a en nous-mêmes ceux qui se proclament démocrates, mais dès lors qu'on évoque la nécessité de respecter la volonté du peuple, ben, tantôt ils se trompent de peuple et tantôt ils veulent être les tuteurs de ce peuple. Et ça pose un problème de définition du respect de la souveraineté, du respect de la démocratie. Il y a des gens qui disent que nous ne pouvons pas faire confiance au peuple algérien parce qu'il y a des risques qu'une telle tendance puisse. Et ça pose un problème de notre rapport à la démocratie, de notre rapport au respect du peuple algérien. Et le pouvoir joue également sur ça. Il a toujours créé les faux clivages en alimentant les vrais clivages pour en faire les prétextes pour annuler, suspendre les libertés et empêcher la démocratie. Et donc, nous avons besoin de faire la première clarification, c'est celle-ci. La deuxième, Jamal, c'est que si nous faisons une évaluation, depuis 88, après les événements de 88, devait suivre une transition qui devait donc naturellement aboutir à la restitution aux Algériens de leur droit de décider par eux-mêmes de leurs affaires, de la gestion de leurs institutions, de leurs ressources, etc. Finalement, c'est le pouvoir lui-même qui a pris le monopole de la gestion de cette transition et d'une manière progressive, le pouvoir reprend
tous les Mais éléments Karim, qui pardon avaient de vous fourni. interrompre. Karim, pardon de vous interrompre. Moi, je veux être réaliste parce que beaucoup de gens se posent de vraies questions qui nécessitent de vraies réponses. À part les élites, j'allais dire, formelles, celles que le régime laisse tourner dans la place et faire illusion, qui sont sorties généralement de la matrice du régime lui-même, où il y a quelques personnes qui sont très honorables par ailleurs. Mais sinon, moi je crois que l'élite ou les élites et cette intelligentsia politique dont nous parlons, elle reste très aléatoire, très potentielle, dans l'air comme ça. Je vous donne un exemple. Si demain le pouvoir se réveille de sa mégalomanie, qu'ils disent « Ah oui, mais je suis en train de mener le pays droit au mur, il vaut mieux que je sorte par la grande porte déjà moi, donc je vais appeler les gens à se réunir autour d'une table pour envisager une vraie transition politique. » Imaginez que le régime lance demain un appel au peuple algérien pour constituer une dynamique pour rassembler les représentants du peuple à mettre de l'autre côté de la table face au régime pour une vraie transition, pour régler le problème et remettre le pouvoir aux représentants du peuple. Vous pensez que ça serait possible ? Vous pensez que demain pourrait émerger comme ça, très vite, de vrais représentants transitoires du peuple ? Depuis, si jamais, de l'exercice des libertés va certainement émerger une élite qui va porter cet espoir. Nous l'avons vécu lors du Hirak et pourtant, on avait une idée du peuple, on avait une idée de la classe politique, on avait une idée du jeu politique dans ce pays, mais finalement, le peuple algérien, dans la dynamique populaire, le peuple recèle un potentiel intelligence, un potentiel politique, un potentiel maturité, et on a appris la politique lors du Hirak. Et alors que, entre guillemets, les écoles politiques, les partis n'ont jamais été des écoles, se devaient être les guides, se devaient être les orientateurs de cette dynamique, malheureusement, et ils ont fait leur choix. Et le peuple algérien a fait preuve non seulement d'intelligence, mais il y a eu des cadres, des universitaires, des militants, des animateurs sociaux, des animateurs politiques, des journalistes qui ont émergé et qui se sont rendus visibles. Lorsque je parlais de l'expérience, nous avons réduit dans nos têtes l'idée que l'assemblage d'appareils, une simple addition de sigles pouvait nous dispenser de la responsabilité, du devoir et de l'effort de réfléchir. On a cru pendant de longues années, on a catalogué, on a nommé parti d'opposition, parti du pouvoir, parti de gauche, parti ceci, parti cela, et on continue aujourd'hui d'attribuer le titre de parti d'opposition à des gens qui n'ont rien à voir avec l'opposition, parce qu'ils se sont auto-attribués le titre. Et lorsque vous leur posez la question, vous vous opposez à quoi? Assez souvent, ils s'opposent beaucoup plus au peuple et ils sont les serviteurs du pouvoir. Donc, il y a une nécessité de clarification. La deuxième clarification importante, c'est qu'il y a des partis politiques qui ont cru à la possibilité de changer les choses en utilisant les moyens du pouvoir. Certains ont participé dans le gouvernement, d'autres ils ont participé dans les élections locales, les élections législatives, les élections présidentielles. Il y a eu des dialogues qui ont été menés, mais parce que le pouvoir n'est jamais animé d'une réelle volonté d'aller vers la démocratie, il a consommé une grande partie de la classe politique qui a perdu sa crédibilité, qui a perdu sa virginité auprès du peuple, et le parti unique a fini par se transformer en plusieurs partis uniques. Non seulement nous n'avons un seul parti, nous avons plusieurs partis uniques, puisque les partis tels qu'ils sont actuellement, ils ne sont pas la représentation politique du peuple algérien, puisque c'est le pouvoir lui-même qui l'a façonné. Et ils ont tous une unicité de pensée, c'est qu'ils considèrent que c'est le pouvoir qui donne et ce n'est pas le peuple. Donc, nécessairement, une nouvelle élite politique doit émaner du peuple, et on a eu une petite expérience du Hirak,
ben, on a vu que les appareils politiques, ils ont été complètement démis, ils ont été complètement dépassés. Et il suffit de faire confiance aux Algériens, il suffit de restituer à l'université son rôle, aux partis politiques leur rôle, à la rue son rôle, aux syndicats, aux journalistes. Si jamais on a connu rien que dans le milieu des médias des journalistes du talent. Ils ont eu du talent, ils ont eu du courage, ils ont porté la critique, ils ont porté l'information, ils ont été là, on a appris d'eux ce que devait être la liberté de la presse, l'éthique journalistique, etc. En politique, c'est la même chose. Dans le syndicat, c'est la même chose. À l'université, c'est la même chose. Donc, pour peu qu'on crée les conditions d'une réelle dynamique de participation... Mais qui va créer les conditions, débat, Karim Tabou? Qui va créer ces conditions préalables? Eh bien, les conditions, d'abord, un des facteurs importants, c'est que toutes les manœuvres du pouvoir maintenant, elles sont dévoilées. Le pouvoir a consommé toutes ces manœuvres, toutes les choses, tous les subterfuges, toutes les tricheries, toutes les ruses du pouvoir, maintenant au grand jour, elles sont dévoilées. Et qui aurait pensé que les Algériens, malgré le tapage médiatique, malgré la propagande, malgré les pratiques de corruption, etc., ne s'est pas déplacé, n'a pas participé à ces élections. Deuxième des choses, il y a une masse quand même de militants, une élite extraordinaire qui est en train d'exister, qui est en train de produire intellectuellement, politiquement, notamment au niveau de la diaspora. Personnellement, j'ai été responsable d'un parti politique. Je n'ai pas connu, quand j'étais responsable du parti, autant de militants dans mon parti que j'ai connu à l'extérieur, dans la diaspora, dans les autres partis, dans les autres sphères, dans les autres domaines. Et finalement, les partis politiques tels qu'ils existent aujourd'hui, ce sont des cages qui enferment des gens. Et ces gens-là croient faire de la politique, mais finalement, ils ne se rendent pas compte qu'ils participent à une logique d'appareil qui a fini par produire la crise, par approfondir la méfiance, le désintérêt politique des Algériens. Par contre, les Algériens ont appris à exercer la politique en dehors justement de ces cadres qui ont fini par être consommés. C'est pour cette raison l'intérêt que portent les Algériens pour toute idée du changement, pour toute initiative. Et moi, je le ressens à chaque fois dans la rue, lorsque vous abordez les gens, lorsque vous discutez avec les gens, dans n'importe quelle occasion. Si c'est dans un stade, vous allez entendre des gens proclamer de la politique. Si c'est dans un séminaire, eh ben, ils vont proclamer la politique. Dans la rue, ils proclament la politique. Dans le marché, ils proclament la politique. Et comment donner du sens à tout ça? C'est à nous de réfléchir. C'est à nous qu'incombe la responsabilité de réfléchir. Et c'est pour cette raison, nous ne ratons pas l'occasion de partager cela avec des Algériens de tous bords, des intellectuels, des enseignants à l'université, des militants, tout en tenant compte de toutes les expériences, de nos échecs, de nos ratages, de nos problèmes, de nos clivages, et nous essayons à chaque fois de trouver le moyen de travailler ensemble. Il ne s'agit pas de dissoudre nos différences, il ne s'agit pas de les mettre, j'allais dire, de les ignorer, mais de faire la distinction entre le vrai clivage du faux clivage, entre une divergence et une convergence, entre nos priorités et enclencher un processus par lequel nous allons sauver ce pays. Parce que on n'est pas dans le luxe de réfléchir, on est dans l'urgence d'agir pour que ce pays ne sombre pas dans la crise qui risque de compromettre notre avenir à nous tous, mais surtout l'avenir de nos enfants. Et c'est de cet esprit-là que naissent les initiatives. Les journalistes de Al-Magharibiya, ils font de la résistance, ils essaient tant bien que mal, malgré les tentatives du pouvoir de fermer le Magharibiya, de l'argent énorme qui a été dépensé, mais des hommes et des femmes qui sont interdits de rentrer dans leur pays et qui ne peuvent pas venir voir leur famille, qui ne peuvent pas
venir voir leur village, leur région. Ils sont arrachés à leur famille, mais ils sont là, ils résistent, ils sont en train d'accomplir une mission, une responsabilité. Et ce que vous faites, ce que nous faisons, il est hautement révolutionnaire parce que nous voulons laisser le mieux pour nos enfants et sortir ce pays de la bêtise et de la tyrannie. Merci. Alors, Karim Tabou, avant d'en arriver à votre initiative et celle de vos amis que vous avez diffusée sur votre espace Facebook, une petite question complémentaire, j'allais dire, à ce que vous venez de développer. Dans cette atmosphère vraiment chrysogène, vraiment toxique, vraiment délétère, créée au fil des années, au fil des décennies par un régime mafiocrate, par un régime médiocrate, qui ne peut pas générer du mérite, qui ne peut pas aller vers le bien, qui ne peut pas aller vers le meilleur. Dans sa nature, il ne peut aller que vers le pire. Et nous avons vécu justement de pire en pire. Comment pouvez-vous imaginer que dans un tel climat délétère puissent naître des perspectives envisageables? Comment, d'après vous, dans une telle atmosphère politique très viciée, pourraient naître de vraies perspectives pour aller vers demain, un demain meilleur? Il y a deux raisons à ça. D'abord, les mirages se dissipent, les mensonges se dévoilent. Toute la propagande du pouvoir, vu son volume, une partie du peuple algérien avait cru d'une certaine manière. Et vous savez, la logique des chantages a fonctionné, pas seulement chez nous, mais lorsque vous brandissez la menace du chaos, la menace de la déstabilisation généralisée, la menace de tout ça, et vous prétendez être le sauveur, et vous le faites la première fois, ça peut aller. Moi, j'ai entendu des chefs de parti remuer, remettre en avant les discours des années 95. Si c'est pas le Jazair Moustahdafa. Et tout le monde est aligné sur ça. À un certain moment, ça pouvait susciter chez l'Algérien à la fois de l'inquiétude, mais de l'attente. Mais aujourd'hui, qui des Algériens accepte ces mensonges? Nous savons très bien que le Jazair Moustahdafa. Nous savons très bien que le monde aujourd'hui tel qu'il fonctionne, et il y a une seule manière de protéger ses arrières, de protéger son pays, c'est justement d'avoir la démocratie, d'avoir la confiance du peuple dans les institutions, d'avoir des citoyens qui sentent qu'ils vivent dans la dignité, d'avoir des citoyens qui jouissent de leur citoyenneté, de leurs droits, de leur liberté. C'est ces citoyens-là qui peuvent se défendre. C'est le citoyen conscient, armé en connaissance et en courage, qui peut défendre son pays. Pas le contraire. Un pays qui vit dans la précarité, un citoyen réduit au stade de sujet de l'histoire ne peut pas agir, ne peut pas donc maîtriser son destin. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, il y a des Algériens qui ont compris tout cela. Le pouvoir ne trouve plus de discours, ne trouve plus moyen de convaincre les Algériens. Et à chaque épreuve, à chaque fois qu'un responsable se prononce, il dévoile au grand jour toute la gabegie, toute l'incompétence, tout le mensonge, toute la mauvaise gestion du pays. Et les gens, maintenant, avec les moyens de communication
avec la possibilité de voir les enjeux autour de nous, ils ont bien compris que l'avenir de notre pays est incertain si nous laissons le pays entre les mains de tous ces corrompus, entre les mains de ces médiocres. Donc, les Algériens, qu'ils soient à l'échelle nationale, même si effectivement au niveau national, les conditions de l'exercice de la politique, du débat, il arrive même de trouver des difficultés à communiquer avec les amis, avec les gens, avec les militants, mais toutefois, la volonté, l'envie de faire, l'envie de réengager le pays sur des dynamiques de réflexion et de partage entre les gens, elles sont bien réelles. Quoi que fasse le pouvoir pour donner une apparence d'un pays aplati, euh, j'allais dire complètement régenté, contrôlé, la réalité est tout autre. Et à chaque fois que les Algériens ont la possibilité de le faire savoir, ils le font savoir. Et la dernière en date, le 2 juillet passé. Très bien. Alors, nous en arrivons maintenant à cette initiative politique que vous avez fait paraître sur votre pardon, espace Facebook. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire de qui est cette initiative? Est-ce qu'elle est de vous-même et que d'autres amis vous ont rejoint? Ou est-ce que dès le départ, vous n'étiez pas seul? Si Jamel, honnêtement, d'abord des cercles de militants, de cercles d'intellectuels, de cercles d'Algériens, qui soient en Algérie ou à l'étranger, se sont créés depuis très longtemps. Il y a des moments d'incertitude, des moments de platitude, et il y a des moments dynamiques où les gens trouvent de l'intérêt donc à débattre, à échanger, à partager, etc. Je pense qu'ils sont nombreux, ces cercles de débat. Ils sont nombreux, ces Algériens, qui souhaitent voir émerger des initiatives politiques qui redonnent l'espoir. Du côté du pouvoir, il y a quelque chose de tranché. Désormais, les Algériens ne croient plus. Ne croient ni en les élections, ni en les partis, ni en ce que fait le pouvoir. Du côté de tout le reste, ils attendent des gestes, des actions, des initiatives à même de replacer les Algériens dans la dynamique de participation. Donc, nous avons d'abord l'habitude, et puis, à chaque fois, nous avons buté sur à la fois des blocages du pouvoir, mais également sur des problèmes de notre fonctionnement. Il faut le dire sans complaisance, nous avons hérité un peu des défauts du pouvoir. Par le passé, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont échoué à cause de problèmes liés aux humeurs, aux susceptibilités, aux détails de gens qui, malheureusement, le pouvoir a trouvé à chaque fois moyen de s'inviter, d'agrandir les animosités les uns avec les autres et d'en faire des conflits politiques pour régner dans la division des uns et des autres. Donc, cette fois, nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas réengager le débat, d'autant plus qu'il y a deux événements majeurs qui se sont produits la semaine passée. Le premier, c'est la date anniversaire du 5 juillet de l'indépendance du pays, avec tout ce qu'elle comporte comme symbolique, comme profondeur historique, mais également comme responsabilité politique aujourd'hui. La deuxième, c'est qu'il y avait un événement politique qui est les élections législatives, et on a essayé de rendre visible une position, expliquer aux gens, donner notre point de vue sur la question. Donc, en mettant un peu les deux événements au cœur de notre réflexion, nous nous sommes dit que si le 5 juillet 1962 a consacré la souveraineté nationale face à la colonisation, aujourd'hui, il est grand temps de réfléchir
Et c'est un défi historique que de réfléchir à la libération, à la reprise de la souveraineté populaire. Il y a une indépendance de la souveraineté nationale du colonialisme et il y a également nécessité de compléter cela par le recouvrement de la souveraineté populaire pour que le peuple redevienne le détenteur du pouvoir, le détenteur du pouvoir à la fois sur les institutions, sur les ressources et décider de lui-même. D'autant plus également, et c'est ce que nous avons essayé de comprendre, que notre réflexion intervient également dans un contexte global. Aujourd'hui, le monde, les peuples, les citoyens s'inquiètent de la situation Mais vous n'avez du pas monde. répondu Il y à a ma question, Karim Tabou. Qui est à l'origine de cette initiative politique? À l'origine, ce sont des Algériens, des enseignants à l'université, des gens en Algérie, à l'étranger. Ils sont nombreux à avoir partagé. Nous avons juste pris la précaution, cette fois, de ne pas le faire dans le modèle ancien de déclaration et au-dessous des signataires. Et on a trop donné l'occasion à ces petits charlatans qui viennent nous chercher dans les petites animosités, dans les petits problèmes des personnes. Nous n'avons pas voulu personnaliser le débat. Nous ne voulons pas avoir le monopole sur les idées. Nous voulons que ce soit un exemple d'initiatives qui vont donc réouvrir le débat, réintéresser les uns et les autres à la recherche des meilleures voies de réengager le pays sur la Mais recherche Karim des Tabou, accords. vous êtes suffisamment expérimenté et vous avez hérité de beaucoup de vos qualités intrinsèques d'un grand monsieur qui avait le mot police politique à la bouche à chaque initiative qu'il lançait. Vous savez très bien, avant d'en arriver à l'initiative en elle-même, que je vous demanderai, sur laquelle je vous demanderai de nous donner de plus amples détails, vous savez très bien qu'aujourd'hui, la police politique va vous infiltrer, va créer ces faux clivages dont vous parlez entre vous, inséminer le poison pour monter tout le monde contre tout le monde. Vous le savez très bien, Karim Tabou. Oui, c'est les risques à prendre. Plus que cela, de la répression, probablement, des tentatives de mener des campagnes contre les uns et les autres. Mais je pense que il y a des moments où nous devons assumer nos responsabilités. Il était important, et c'est mon point de vue personnel, que les acteurs politiques, les gens qui veulent s'engager sur la recherche des solutions d'avenir, qu'ils se prononcent sur les élections du 2 juillet. Il y a des moments décisifs dans l'histoire de ce pays et il y a des étapes importantes dans l'histoire de notre combat politique qu'il y ait des prises de position franches, claires. Aujourd'hui, si vous posez la question à nous-mêmes déjà, et puis dans notre débat, nous avons besoin d'identifier quels sont les obstacles à la démocratisation du pays. Une fois nous avons compris qui sont les vrais obstacles à la démocratisation du pays, et une fois on a appris aux gens à s'assumer, à avoir la clarté de leurs opinions et avoir le courage de les prononcer, nous pouvons déjà commencer à construire un contrat de confiance. De par le passé, beaucoup de choses ont manqué à nos initiatives. D'abord, nécessité de faire, comme je l'ai dit, beaucoup avaient cru que l'addition de sigles était suffisante pour dire que nous sommes nombreux. L'addition de sigles était suffisante pour dire qu'il y a tous les courants. Et on a passé notre temps à fonctionner dans une logique d'appareil.
Aujourd'hui, nous avons besoin que tout un chacun assume un discours clair, assume des positions, se prononce devant l'opinion publique et reconstruire sur des bases sérieuses la confiance, d'abord entre nous, également avec, c'est ce que nous appelons nécessité de construire la confiance, mais également vis-à-vis des acteurs politiques, y compris du pouvoir, nécessité de clarifier les choses parce que le pays est en jeu. Ce n'est pas une histoire de calcul de positionnement, c'est une nécessité de convaincre les uns et les autres que si nous ne faisons pas ce sursaut vers la démocratie, si nous ne faisons pas l'effort de sortir le pays de sa crise, eh ben, dans peu de temps, nous allons avoir de sérieux problèmes parce que ce que je venais de dire, le contexte international, le contexte interne au pouvoir, le contexte de la société, les défis que nous devons relever, et ça va peser trop lourd sur nous si nous ne mettons pas déjà au travail depuis maintenant. Eh bien, très bien. Alors, maintenant, quelle est cette initiative? Essayez de nous expliquer un peu. Quel est votre chemin de fer, le chemin de fer que vous allez tracer pour aller d'une gare à une autre gare en passant par une gare, etc. Et quels vont être vos objectifs, vos moyens, vos méthodes? Essayez de nous expliquer un peu, je vais essayer de ne pas vous interrompre pour essayer de comprendre ce que vous proposez à vos compatriotes et où vous voulez aller et avec quels moyens. Je vous en prie. Je l'ai précisé dans mes précédentes interventions, ce n'est pas mon initiative à moi. Moi, je suis un militant. J'ai participé dans un débat qui a abouti donc à l'idée de lancer un appel. Et cet appel-là, il est structuré sur un certain nombre d'idées et nous voulons que ces idées-là suscitent le plus possible de débats, le plus possible d'adhésion pour enclencher une dynamique. D'abord, il était important d'expliquer cette idée centrale que la libération et le recouvrement de la souveraineté nationale devaient être complétés par la nécessité d'un recouvrement de la souveraineté populaire et que les Algériens devraient devenir les détenteurs du pouvoir, d'abord sur les institutions, sur les ressources et sur le pays, l'avenir du pays. Deuxième, nous avons essayé d'expliquer le contexte international. Le contexte international, aujourd'hui, tout le monde le sait, qu'il y a une crise dans le monde et avec tous ces mouvements, ces remous et notamment des changements sur le plan géopolitique, sur le plan démocratique, sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan écologique, etc. Et aujourd'hui, les inégalités et la logique de domination s'accentuent dans le monde. Et plus encore, c'est qu'il y a une vague en profondeur de réactionnaire mondial qui est en train de freiner les aspirations des peuples, les aspirations à la démocratie, les aspirations à la justice, les aspirations à la souveraineté. Et d'ailleurs, cette situation-là, nous la vivons pleinement en Algérie si nous faisons le diagnostic de la situation dans le pays depuis l'Irak, eh ben, on peut très clairement dire que la volonté du peuple a été contrariée, bien au contraire, elle a été même combattue. Il n'y a pas eu de rupture politique réelle, malgré que le pouvoir prétend exécuter les exigences du Hirak. Il a même appelé le Hirak de Hirak Moubarak. Mais dans la réalité, il y a eu ruse et il y a, bien au contraire, la rupture réelle ne s'est pas produite. Deuxième des choses,
le système politique algérien, il continue de, de s'appuyer sur les instances sécuritaires, sur l'autoritarisme et sur le plan de l'économie. C'est qu'on continue de s'appuyer sur une économie de la rente. Les institutions, toutes les institutions restent soumises à des centres de décision qui échappent à tout contrôle démocratique. Vous avez évoqué la police politique et l'état de droit n'existe pas. Donc, naturellement, notre position des élections du 2 juillet, nous l'avons dit dans le communiqué, a dépassé le cadre du boycott. Parce que les Algériens se sont sentis exclus de la compétition elle-même. Les élections ne sont pas faites pour traduire la volonté populaire, bien au contraire, elles sont faites pour arranger les affaires du pouvoir. Donc, d'une certaine manière, les Algériens comprennent très très bien qu'ils sont exclus du processus des élections parce que le seul processus à même de réinclure les Algériens et les engager, c'est les processus démocratiques qui concourent au rétablissement de la souveraineté populaire. Au fait, nous portons quel projet? D'abord, on a très clairement dit dans notre communiqué nécessité de reconstruire ou construire un nouveau contrat social. D'abord, restaurer la souveraineté populaire, c'est très important. Édifier un état de droit, garantir le pluralisme politique, renforcer la légitimité démocratique des institutions. Et nous avons considéré que ces principes-là devaient être le minima sur lequel devaient s'entendre les acteurs politiques, tous les Algériens. Et nous avons donc, pour sa concrétisation, considéré qu'il était impératif de tendre la main au dialogue, mais pas le dialogue tel qu'il résonne dans nos têtes, les manœuvres politiciennes habituelles du pouvoir, mais on a dit que d'abord, nous sommes convaincus que la solution pour le pays doit être une solution politique, doit être une solution pacifique, et ça doit passer par un dialogue qui soit fondé sur la confiance, sur le respect mutuel. Et quand je dis respect mutuel, ce n'est pas au niveau moralisant et moral, mais c'est plutôt au niveau du respect des pluralismes et nécessité d'aller vers, dans ce contrat, dans ce nouveau contrat social, à une vraie réconciliation qui doit reposer sur la vérité, sur la justice et sur la participation des citoyens. On entend aujourd'hui des gens dire que tous les chiffres par le passé étaient gonflés. Allons-nous attendre encore dans 10 ans des gens qui vont nous dire de ceux d'aujourd'hui qu'ils avaient gonflé les chiffres? Allons-nous vivre une répétition du mensonge, couche sur couche, mensonge sur mensonge, et l'avenir de nos enfants est en train d'être hypothéqué? Et nous avons dit très clairement que pour créer les conditions d'une telle ambiance, il y a un minimum de décisions à prendre, un courage politique à assumer et des préalables indispensables. D'abord, la libération des détenus d'opinion. On ne peut pas aujourd'hui parler d'une chance, d'une possibilité de relancer la politique, de relancer le débat, de relancer une vraie réconciliation sans la libération de l'ensemble, sans exclusion, sans distinction de tous les détenus d'opinion. Et puis, là, un réexamen total des poursuites liées à l'exercice des libertés fondamentales. Ils sont des milliers, ces Algériens, qui subissent l'arbitraire et qui sont poursuivis, qui vivent le contrôle judiciaire et qui vivent des conditions difficiles d'exercice de leur liberté fondamentale. Et on a dit qu'il y a une nécessité de redonner, de recréer les conditions d'une véritable garantie pour la liberté d'association, d'expression, de réunion, d'organisation, de manifestation, et surtout nécessité d'ouvrir l'espace politique à toutes les sensibilités dans les conditions d'égalité. Et on a dit tout cela doit être engagé dans une perspective de transition démocratique.
nous allons devoir élaborer ensemble un document de principe commun. On peut appeler cela une feuille de route qui va redonner à la politique sa crédibilité et aux acteurs politiques un rôle dans un dialogue crédible, engagé, et puis mettre en œuvre des réformes institutionnelles et démocratiques en essayant de mettre de côté toutes les lois liberticides, nécessité de mettre fin à cette logique de barricade, de barrière à l'exercice des libertés démocratiques. Nous voulons également donner un espoir, un message d'espérance aux Algériens que malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces hésitations, il est possible quand même de réengager le pays dans un processus de transition démocratique qui permettra à tout un chacun de se sentir concerné, de se sentir inclus et que, à la fin, la finalité de tout ça, c'est l'Algérie qui doit gagner, c'est la démocratie qui doit être restaurée, c'est l'état de droit qui doit être consacré. Voilà à peu près l'esprit de l'initiative. Est-ce que l'initiative est ouverte à tous les courants politiques ou est-ce qu'elle est confinée à une idéologie, une vision politique des choses? Je l'ai dit au début, nécessité de se soustraire au conflit idéologique inutile. Nécessité de mettre des conditions qui permettront le plein exercice des libertés et nous ne voulons pas que les initiatives soient un processus de dissolution des différences. Bien au contraire, nous avons besoin de respecter tous les pluralismes. Pluralisme politique, pluralisme culturel, pluralisme cultuel, pluralisme linguistique, pluralisme syndical, pluralisme dans tous les domaines sur la base d'un contrat social, d'un contrat de confiance. Si nous disons aux Algériens, aux uns et aux autres, que sur la base d'un établissement d'une feuille de route, il s'agit d'abord de lever tous les obstacles à l'avènement de la démocratie et puis par la suite établir des règles du jeu claires, acceptables de tous, imposables et opposables à tous. À partir de là, nous allons nous donner à nous-mêmes la chance de réengager le pays dans un processus positif de construction parce qu'actuellement, malheureusement, nous sommes dans une autre logique, impasse sur impasse, surenchère sur enchère, violence sur violence, fermeture sur fermeture. Inévitablement, le pays risque d'aller dans des conditions encore plus difficiles. Karim Tabou, nous arrivons à la fin de l'émission. Encore une fois, merci, mille fois pour votre contribution, pour votre gentillesse, pour votre sollicitude à l'endroit d'El Magharibiya et de North Africa TV. Merci pour ce que vous faites pour votre pays, pour notre pays, et au plaisir de vous retrouver dans nos émissions. Merci beaucoup, chers amis, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre bienveillante attention. Merci, bonsoir.